Donc tout le parcours que tu as fait jusque-là, c'était vraiment pour devenir astronaute, c'était vraiment l'ambition derrière C'était mon rêve, ouais. J'ai guidé mes choix de carrière, de parcours professionnel, même d'activités extra-pro, en fonction de ce rêve, en me disant tiens, qu'est-ce que je peux faire qui me rend heureuse et qui contribue à mettre une brique de plus sur cette étape, ce chemin pour devenir astronaute. Comment se passe la sélection d'astronautes? Comment on devient astronaute? Comment le corps humain réagit dans l'espace? Aujourd'hui, nous accueillons Sophia Deneau dans ce format d'interview qui va aller dans l'espace au printemps 2026. On va essayer de comprendre son état d'esprit actuel, comment elle se prépare à sa future mission et ce qu'elle va faire dans l'ISS, mais aussi son parcours, ce qui l'a motivée à la sélection. Et vous allez voir que son parcours a de quoi en motiver plus d'un. Pour compléter les réponses de Sophie, j'ai décidé d'accueillir d'autres personnes, notamment Rémi, Cécile, Marie et Guillemette, et vous allez voir, ce qu'ils disent est hyper intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Moi je vais super bien. Alors on va commencer très rapidement. Comment t'es venue l'idée de vouloir devenir astronaute? Et pourquoi est-ce que tu as décidé de passer la sélection? En fait, pour moi, c'était un rêve de petite fille. Je sais pas d'où me vient ce rêve, mais en clair, à chaque fois que je sortais regarder les étoiles ou la lune, je rêvais de ça. J'ai lu pas mal de bouquins de biographies d'astronautes, ça me faisait rêver. Pour moi, ça avait vraiment le côté exploration, mais aussi exploration, aventure scientifique. Et puis le déclic, clairement, je l'ai eu quand j'ai vu Claudie Aigneret décoller pour sa mission Cassiopée. J'avais 14 ans et là je me suis dit waouh, j'ai envie d'essayer et c'est comme ça que c'est parti. Donc tout le parcours que tu as fait jusque-là, c'était vraiment pour devenir astronaute, c'était vraiment l'ambition derrière C'était mon rêve, ouais. J'ai guidé mes choix de carrière, de parcours professionnel, même d'activités extra-pro, en fonction de ce rêve, en me disant tiens, qu'est-ce que je peux faire qui me rend heureuse et qui contribue à mettre une brique de plus sur cette étape, ce chemin pour devenir astronaute. Et pourquoi cette sélection-là? Est-ce que tu en avais fait d'autres avant? Ah oui? Ok. Et je me suis plantée. Ok. Donc t'as vraiment retenté plusieurs fois, tu l'as fait combien de fois? Juste une fois. En fait, en Europe, les sélections, c'est toutes les 10 à 15 ans. Hein, donc, en gros, je l'avais passé quand j'avais 26 ans. C'est la sélection où Thomas a brillamment réussi. Mais moi, j'avais 26 ans. Bon, j'étais en dessous des limites d'âge, donc normalement, j'aurais même pas pu postuler. Mais j'ai quand même avancé. Je suis allée dans les 200 derniers finalistes. J'étais clairement trop jeune et puis j'étais au début de mon parcours professionnel, donc j'avais pas beaucoup d'expérience dans les différents domaines. Et le fait de pas être allée au bout, ça m'a décuplé mon énergie pour me dire la prochaine, je vais rien lâcher, quoi. Je vais rien lâcher, je vais au bout. C'est trop bien. Bravo pour ça. Comment se passe concrètement la sélection et qu'est-ce qu'on te pose comme question, par exemple? Alors la sélection, en fait, ça dure 2 ans et il y a 6 grandes étapes. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions différentes sous tous les angles de vue. La première étape, par exemple, c'est sur dossier. C'est un système de dossier classique où on doit envoyer le CV. Il y a des questions typiques du genre pourquoi souhaitez-vous devenir astronaute? C'est très formel. Après, il y a une journée entière de tests cognitifs, tests de mémoire et avec des tests psychologiques où je me souviens, il y a des tests qui n'en finissent plus. On a l'impression qu'on nous pose 36 fois la même question. Bon, c'est des tests de psy, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Après, il y a la gestion du stress en individuel et en équipe où on a des petites épreuves à passer en groupe ou tout seul où en fait on nous pousse un peu dans nos retranchements, on nous met sous stress pour voir comment on réagit. Et... Comme quoi par exemple? Par exemple, c'est souvent des énigmes impossibles à résoudre ou alors des choses pour lesquelles, par exemple, si on travaille en binôme, tous les deux, on va passer un examen et en gros, on peut pas gagner tous les deux. D'ailleurs, personne peut gagner vraiment. Et donc, l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre je me ridiculise pas trop, moi, à l'échelle individuelle, et surtout, je t'aide à monter aussi, parce que si on a tous les deux des bons scores, on monte et on gagne en équipe. D'accord. Après, il y a d'autres épreuves où là, on est par exemple à 4, où en général, c'est des situations où on est éloigné au bout du monde et on n'a que tel et tel outil, et pour autant, il faut s'en sortir, etc. Il y a des psychologues qui analysent un peu nos comportements pendant qu'on fait la résolution de l'énigme. Et puis après, ils regardent la présentation finale, qui présente, comment on le présente, comment on a l'adhésion de l'équipe à 4. Le but derrière ça, après, c'est de savoir quoi Le but pour les gens qui font la sélection, c'est de savoir comment on réagit sous stress, en équipe, tout en arrivant à garder des performances à la fois pour l'équipe et à la fois individuelles. À une mission spatiale, on est éloigné dans des conditions extrêmes, physiologiques, d'environnement.
et où il faut à la fois pouvoir travailler avec son équipe, avec les équipes sol aussi, se coordonner et puis arriver à faire des choses pour le succès de la mission dans des conditions qui sont parfois dégradées, parfois nominales, mais enfin, voilà, s'adapter en permanence. Sophie, elle a dû passer des tests plutôt au point de vue physiologique, donc pour s'assurer qu'elle est en bonne santé, qu'il n'y a pas de problèmes médicaux qui pourraient l'empêcher de mener à bien sa mission ou qui pourraient apparaître. Elle a aussi passé des tests plus sur la partie psychologique pour s'assurer qu'elle était apte, on va dire, à supporter une telle mission, à la fois d'un point de vue dans l'apprentissage de toutes les choses qu'elle doit apprendre, mais aussi sur la pression d'une telle mission et surtout dans des conditions extrêmes. Typiquement, c'est quoi les tests? Il y a des tests de type psychotechnique et après, on va dire donc plus sur la partie logique, gestion de problèmes à résoudre, cette capacité d'analyse, cette capacité de trouver des solutions. Et après, sur la partie physiologique, des tests médicaux assez classiques pour s'assurer que d'un point de vue général, elle est en bonne santé. Est-ce que tu as un exemple d'incapacité à aller dans l'espace? Est-ce que si il s'avère qu'elle a quelconque maladie ou j'en sais rien, est-ce que ça peut empêcher une personne d'aller dans l'espace? Alors de toute façon, si je prends le cas de la sélection de Sophie, il y a eu énormément de candidats. Donc je dirais que tout problème médical, qu'il soit petit ou qu'il soit plus conséquent, était probablement un frein à la sélection de la personne, puisque je dirais que le choix était tellement vaste qu'il était préférable de prendre une personne qui ne présentait aucun problème de santé plutôt que de prendre entre guillemets le risque d'avoir une personne qui pouvait déclencher un problème ou qui avait un problème. D'accord. Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu as été sélectionnée pour devenir astronaute? Alors, en fait, j'étais dans le train, dans un TER, et c'était dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de réseau. Et je vois un numéro que je connais pas trop et je savais que les résultats allaient plus ou moins tomber dans cette période, mais je connais pas. Je me dis bon allez, je réponds, mais en fait il y avait pas assez de réseau. Et là ça captait super mal. Il y a une personne qui se présente et je comprends que c'est le DG de l'ESA, mais je comprends après coup. Oui allô, mais c'est qui? Parce que ça captait vraiment mal. J'entendais un mot sur deux. Le truc typique du message brouillé dans un tunnel. Genre, astronaute. Et t'as quand même compris? Et au final oui. Après ça s'est mis à recapter, mais j'ai eu l'impression de me ridiculiser parce que j'entendais rien. J'ai demandé de répéter et bon voilà, enfin, c'est comme ça que je l'ai appris. Et puis après donc on raccroche poliment, etc. Merci monsieur le directeur général. Je raccroche et là je me dis waouh. Enfin, j'ai mis un peu de temps à atterrir. Ouais. Tu vas quand même partir dans l'espace, c'est pas rien. Est-ce que t'as peur? Et c'est quoi ton état d'esprit actuellement là? L'état d'esprit, c'est à fond les ballons. C'est une aventure incroyable. Franchement, le vol spatial habité, on rencontre des gens formidables. On va faire des aventures, des entraînements qui sont complètement insolites, improbables parfois. Il y a aussi beaucoup de science, beaucoup de technologie. Mais en gros, on progresse à une vitesse folle parce qu'on fait beaucoup de sujets très variés en fait. Donc ça me plaît beaucoup, la variété de l'entraînement. Mon état d'esprit, c'est je suis hyper contente. Enfin, je vais au bout de mes rêves quoi. Donc je suis à la fois hyper contente mais très impressionnée parce que justement je vis des expériences qui sont insolites et qui me dépassent un peu quand on se retrouve à faire de la centrifugeuse, à tourner pendant 30 minutes et atteindre des jets pour faire le profil de décollage, ouais, c'est impressionnant. T'as pas peur? La peur dans le quotidien de l'entraînement, elle n'est pas vraiment présente parce que chaque activité fait pas peur en soi. Enfin, c'est comme un grand 8 au pire, puissance 10, ok, mais dans le quotidien de l'entraînement, elle n'est pas là. Par contre, je suis humaine et je me dis bien que la peur va s'inviter, un de ces quatre. Oui, parce que je serai assise en haut d'une fusée qui mesure 70 mètres de haut, qui pèse 500 tonnes, qui va décoller et quitter la Terre avec des moteurs rugissants, flamboyants, et qui va se propulser à plus de 7 à 8 km/s pour atteindre une orbite et tourner à 28 000 km/h autour de la Terre. Donc je me dis qu'à un moment, j'aurais peur, je pense. Je sais pas trop comment, parce qu'on se prépare quand même beaucoup. Tu me reposeras la question au retour. Quand est-ce que j'ai eu peur a posteriori? C'est quoi ta vie actuellement? Est-ce que t'as un peu de temps pour toi? Est-ce que tu bouges tout le temps? Je sais que t'as un planning extrêmement chargé. Et comment un astronaute se prépare-t-il pour une mission dans l'espace?
Et est-ce que tu as des tests médicaux qui sont faits? Tu as des protocoles que tu dois suivre en perso ou comment ça se passe? Alors la vie d'un astronaute, elle a cette particularité qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent, que ce soit dans les horaires, dans les types d'entraînement. Parfois on passe la journée dans la piscine, sous l'eau, à s'entraîner aux sorties extravéhiculaires. Le lendemain, on va passer 10 heures de cours théoriques à bûcher et à comprendre tel système mécanique de l'ISS. Le surlendemain, on se retrouve avec une visseuse et une perceuse à devoir faire la maintenance ou alors l'hydraulique à bord de la station. On t'entraîne à devenir un couteau suisse, quoi. Donc, ouais, voilà, on nous entraîne à avoir une variété d'expériences pour pouvoir résoudre tout ce qui pourrait se passer à bord ou faire les tâches qui nous seront confiées. Du temps pour moi, moi je me le donne au travers du sport. Du coup, c'est vraiment ma soupape, mon plaisir, ma petite bulle en fait. Et comme on n'a pas un planning régulier, du coup je le fais dès le réveil. Et c'est tous les matins, je fais 1h30 de sport, quelle que soit l'heure à laquelle commence la journée d'astronaute. Week-end y compris, je me fais, c'est ma petite routine, c'est ma bulle, c'est mon temps à moi. Et donc même si la journée d'astronaute commence à 6h du matin, tant pis, je me réveille à 4h et je fais mon 1h30 de sport. Voilà, c'est ma manière de vivre cette expérience. Voilà, puis bon, même avant, je faisais le sport le matin aussi. Mais c'est vrai que là, c'est devenu d'autant plus indispensable parce qu'on est quand même soumis à une charge de travail, à un stress, etc. Et du coup, j'ai besoin de cette bulle en fait pour me conditionner. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu vas faire comme mission dans l'ISS? Alors, je vais faire... Si t'as des exemples. Ouais, je vais faire des expériences scientifiques. Des expériences aussi de la maintenance, de la station. C'est comme, finalement, on habite dans une maison qui est certes éloignée, mais dont il faut s'occuper. Donc, de la maintenance, il y en a toujours. On fait un peu de maintenance électrique, mécanique, hydraulique, de tous les systèmes qui sont à bord. Mais le principal sujet, quand même, d'une mission longue durée, donc qui sera la mission pour laquelle je vais décoller, c'est d'être chercheur ou expérimentateur scientifique. D'accord. Et il y a deux volets. Soit on est chercheur, donc c'est nous qui sommes les opérateurs pour faire la recherche, soit on est le sujet de l'expérience, et en l'occurrence pour le système médical. Pour tout ce qui est médical, par exemple, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur la santé osseuse, sur les maladies chroniques, le vieillissement aussi, parce qu'en fait, quand on est dans l'espace, c'est comme si on vieillissait de 10 ans en l'espace de 6 mois. Et du coup, ça intéresse les chercheurs aussi de voir comment l'organisme s'adapte et répond à cet environnement qui est assez stressant pour l'organisme. Les effets d'un micropesanteur sur le corps humain, c'est un effet de vieillissement accéléré. Donc on pourrait se dire c'est pas génial, sauf que c'est réversible. En tous les cas, jusqu'à ce qu'on ait testé, parce qu'on a fait les missions les plus longues qu'on ait faites, c'est 1 an, et ça revient. Peut-être que si on restait 10 ans micropesanteur, on aurait cassé l'élastique, on ne le sait pas encore. Mais donc c'est très intéressant parce qu'on a des gens en parfaite santé. On va quelque part artificiellement les faire vieillir. Ça c'est l'effet de la micropesanteur. Donc on va pouvoir comprendre des mécanismes du vieillissement, voir comment on peut les ralentir, les contrer, améliorer certaines choses. Et comme à la fin, en revenant sur Terre, en retrouvant les effets de la gravité, on retrouve sa densité osseuse, on retrouve les artères d'avant, parce que sur une mission de 6 mois, quelqu'un qui a 40 ans, à la fin de 6 mois, en apesanteur, il a les artères de quelqu'un de 60 ans. Mais quand il revient, il retrouve ses artères de 40 ans. Donc c'est quelque part un peu, ça relève presque de la science-fiction, d'être capable de faire vieillir un peu artificiellement les gens, de les faire rajeunir, et la médecine spatiale fait d'énormes progrès là-dessus. Oui, on vieillit plus vite dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'en fait, un astronaute est quelqu'un qui a une inactivité physique très poussée. Donc, il y a une modification physiologique au niveau des os, des muscles, du cœur, au niveau métabolique, et c'est exactement les syndromes qu'on observe chez les gens obèses, chez les gens qui ont des problèmes métaboliques, etc., dus à l'inactivité physique. Et ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que cette modification physiologique, ce vieillissement, est réversible. Et on considère qu'environ, pour un vol de 6 mois, il faut environ 6 mois à l'astronaute pour revenir à ses taux de base, sauf pour les os où c'est un tout petit peu plus long. Et pourquoi c'est réversible? Qu'est-ce qui explique justement? C'est réversible parce qu'en fait, quand vous êtes en inactivité physique, vous êtes en inactivité physique depuis des années, et c'est comme ça que vous allez développer un syndrome métabolique ou une obésité ou le diabète, alors que là, en fait, c'est que 6 mois. Les astronautes sont quand même très très surveillés, et au retour, en fait, on leur fait faire des exercices physiques pour justement qu'ils récupèrent toute leur capacité. Et 6 mois, c'est très peu. Quand vous êtes diabétique ou vous faites pas d'exercice physique, vous n'allez pas voir le médecin au bout de 6 mois, vous allez voir au bout de 10 ans. Et là, tout est installé, tous les phénomènes sont installés. Tandis que chez l'astronaute, c'est simplement les prémices des phénomènes. C'est quoi les effets du voyage spatial sur le corps humain?
Et est-ce que ça peut avoir des conséquences durables? L'environnement si particulier de la micropesanteur induit tout un tas de changements et d'adaptations. Donc on va avoir des changements au niveau cardiovasculaire, on va avoir des changements plus connus comme la perte musculaire, la perte en densité osseuse. On va aussi avoir un impact sur tout ce qui est neurosensoriel, la perception des choses autour de soi. On peut avoir aussi l'impact des rythmes, ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est le rythme jour-nuit. Les muscles vont être, notamment ceux du bas du corps, vont être moins sollicités dans l'espace puisque l'astronaute n'utilise pas le bas de son corps pour se déplacer, ou en tout cas quasiment pas. C'est similaire en fait à un phénomène de sédentarité. Ouais. Une personne qui ne se déplace pas, qui ne bouge pas, on va avoir une masse musculaire qui a tendance à diminuer. Et en 6 mois, en fait, il y a le temps vraiment de voir des effets... Ouais, il y a de vrais changements. Les astronautes consacrent en moyenne à peu près 2h30 de leur emploi du temps quotidien au sport. Alors, ça veut pas dire qu'ils font 2h30 effectives de sport, puisqu'ils vont en général utiliser 2 moyens de sport différents par jour, et donc il y a la mise en œuvre, le rangement, etc. Mais c'est une partie essentielle de leur emploi du temps. Même leurs médecins au sol vraiment s'assurent qu'ils font leur session de sport pour limiter justement cette perte à la fois musculaire et à la fois de densité osseuse. Ils n'ont pas le droit à la flemme, quoi. Non, de toute façon, c'est un vrai sacerdoce, ce choix-là d'être astronaute, et effectivement, ils ont peu de temps pour souffler. Bon, qu'est-ce qui explique, d'un point de vue vraiment corps humain, le fait qu'on soit en micropesanteur, le corps vieillit plus vite? Parce que dans la station, ils ne se servent plus de leurs muscles, ils ne se servent plus de leurs os, ils se servent pratiquement plus de leur cœur. Le cœur est déconditionné puisqu'il a pratiquement plus de rôle. Le cœur, en fait, il bat comment dans l'espace? Alors, il bat normalement. C'est juste qu'il faut imaginer au sol que le cœur a un fonctionnement qui fait que il sait qu'il doit faire circuler donc le sang, on va dire, je schématise, mais qui fait circuler le sang dans le corps pour oxygéner suffisamment le cerveau. Et en fait, sans s'en rendre compte, il va contre la plus loin pesanteur qui va, elle, avoir tendance à attirer les fluides vers le bas. Et quand l'astronaute se retrouve dans l'espace, il a plus ce besoin de compenser la pesanteur, la plus loin pesanteur. Et donc du coup, il se rend compte que donc au départ, il va effectivement continuer à fonctionner comme il a l'habitude de le faire. Puis petit à petit, il se rend compte qu'il a un peu moins d'efforts à produire, on va dire, parce que naturellement, tous les fluides remontent plutôt vers le haut du corps dans l'espace. On les voit quand ils redescendent, ils sont un petit peu palos parce que tout simplement le cœur s'est habitué à un fonctionnement en micropesanteur où je dis qu'en général, le cœur devient un petit peu feignant, et puis en fait, il revient au sol et il doit à nouveau faire des efforts pour alimenter le cerveau, notamment faire circuler ce sang pour oxygéner le cerveau comme il faut, et le cœur a moins cette habitude-là, donc il faut que le corps se réhabitue. Donc on va s'assurer que l'astronaute est en bonne santé, qu'il récupère plutôt bien, il va subir des tests, il va y avoir des prélèvements. Avec tous les astronautes qui sont partis dans l'espace, qu'est-ce qu'on ignore encore des effets de la micropesanteur sur le corps humain? Alors, je pense qu'on a balayé quand même pas mal l'étendue des modifications, des changements sur le corps humain. On n'a pas fini d'étudier, je ne sais pas si on finira un jour d'étudier. On fait de la science dans un contexte qui est si particulier, avec un petit échantillon de sujets d'études. Voilà, contrairement à une étude au sol qui s'intéresserait à telle situation ou telle pathologie, par exemple, et qui pourrait être réalisée sur des centaines de patients, par exemple. Nous, quand on fait de la science, et d'autant plus quand c'est de la science sur le corps humain, on est sur des sessions expérimentales qui vont se faire sur un petit nombre de sujets. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps de faire de la science, et effectivement, en tout cas, on n'a pas encore atteint les limites de ce qu'on pouvait étudier. Je ne sais pas si on l'atteindra un jour. Et là, est-ce que tu as un exemple de zone d'ombre qu'on a sur les effets de la micropesanteur sur le corps humain? Il y a des choses qu'on n'a pas encore exploitées. Enfin, il y a plein de choses, j'imagine. Mais... Je dirais que tout ce qui est neurosensoriel, peut-être qu'on a encore pas mal de choses à explorer là-dessus. De toute façon, on a encore vraiment plein de choses à explorer, mais peut-être sur l'aspect neurosensoriel. Donc, c'est-à-dire au toucher, ce qui est non, c'est quoi? Oui, toucher, et puis l'adaptation en fait, le changement de perception. Comment le cerveau s'adapte à cet environnement particulier et quel impact ça a sur le quotidien de l'astronaute, notamment par exemple dans sa performance sur l'activité elle-même, sur sa capacité en fait à réaliser une tâche dans des conditions différentes de celles du sol par exemple. Concrètement, que va faire Sophie à bord de l'ISS du point de vue scientifique par exemple? Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Donc elle va effectivement travailler, donc nous on se sert un petit peu des astronautes comme des opérateurs dans un laboratoire scientifique, parce que l'ISS c'est un laboratoire scientifique, donc on va la faire travailler sur divers sujets qui nous sont donnés soit par des chercheurs, soit
soit parce qu'on a envie, nous en tant qu'agence spatiale française, d'aller dans telle ou telle direction d'un point de vue scientifique ou pour préparer l'exploration des vols habités plus lointains. Donc on va lui faire des choses en physiologie humaine notamment, on est assez spécialiste de l'échographie, on en avait fait pour l'émission de Thomas Pesquet aussi, donc il y a des évolutions qui se font. On va lui faire aussi essayer un prototype de combinaison spatiale intravéhiculaire, donc c'est pas pour sortir dans l'espace, mais c'est le genre de combinaison qu'on utilise pour les phases critiques de vol. Donc normalement toute la phase de décollage, d'atterrissage et en cas d'urgence à bord. Donc là, comme c'est un vol SpaceX, elle aura sa combinaison SpaceX, mais on va lui faire essayer une combinaison, la première combinaison française, européenne, alors pas encore 100% fonctionnelle, mais pour faire des tests d'ergonomie pour un jour, si on a la chance d'avoir un véhicule habité européen ou français, on puisse avoir une combinaison française à l'intérieur. Et comment ça se passe concrètement? Elle reçoit une sorte de brief et elle va devoir faire après des expériences par elle-même directement? Alors durant l'entraînement, l'entraînement au départ c'est surtout sur le véhicule spatial dans lequel elle va voler, le Crew Dragon, sur la station, et en toute fin on va dire sur les expériences, parce que c'est quand même la raison pour laquelle on envoie un astronaute, c'est pour travailler. Donc nous ça nous laisse le temps de les préparer, de les développer, et on aura une séance d'entraînement au Centre européen des astronautes à Cologne en fin d'année, lui présenter un petit peu ce que ça fait, qu'elle s'entraîne, prendre des mesures aussi avant le vol, parce que c'est important d'avoir un point de référence pour savoir comment ça se passe pendant par rapport à l'avant. En vol, on va la suivre depuis notre centre de contrôle à Toulouse et on l'aura à la caméra et au micro et on pourra la guider au fur et à mesure. Et pour compléter la réponse à ta question, c'est pas comme si en début de mission on leur disait bon vous avez tant d'expérience à faire et puis débrouillez-vous. C'est vraiment un emploi du temps comme un emploi du temps scolaire un petit peu, donc chaque jour. Et puis c'est très précis, c'est à 5 minutes près. Il est marqué de telle heure à telle heure tu fais telle expérience, puis de telle heure à telle heure tu fais telle expérience. Alors ça c'est la théorie, des fois ça déborde un peu, ça se passe pas forcément toujours bien du premier coup, le matériel, etc. Donc on reprogramme pour après. Mais vraiment le programme est cadencé comme ça pour chacun des membres d'équipage, en incluant aussi les repas, les séances d'entretien physique. Ils font 2h30 d'activité physique par jour pour se maintenir en forme et préparer le retour. Un peu de maintenance de la station, mais voilà, c'est vraiment cadencé. Donc il y a une sorte de chorégraphie qui est mise en place par les différentes agences spatiales, les Américains, les Européens, on se coordonne notamment, et on lui concocte ce programme pour l'occuper pendant 6 mois. Et typiquement, tu as un exemple d'expérience que Sophie va devoir faire dans l'espace? Oui, alors je peux donner l'exemple d'échographie. Je vais essayer de garder des termes un peu simples, mais l'échographie, normalement, c'est un médecin qui fait une échographie à quelqu'un. Et là, lors des missions de Thomas, on avait développé une expérience avec ce qu'on appelle des sondes motorisées, c'est-à-dire que c'était le médecin au sol dans notre centre de contrôle qui faisait l'échographie à l'astronaute dans la station. Donc c'était de la télémédecine, une consultation à distance. Et là, on se dit, tiens, si on prépare le retour sur la Lune ou aller plus loin, les délais de communication vont empêcher le médecin au sol de suivre l'astronaute à bord. Donc dans ce cas-là, on s'est doté de nouveaux outils, de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle, qui vont guider un astronaute qui n'est pas forcément médecin, pas forcément avec aucune connaissance médicale au préalable, a priori, sans lien avec le sol, pour lui donner les moyens de retrouver un organe, grâce à la réalité augmentée, qui va lui dire grosso modo, il faut que tu mettes la sonde là, que ce soit presque comme un jeu vidéo. On aura fait les mesures au sol, on dira tel organe il est là, et ça va l'afficher en superposition, l'endroit où il faut mettre la sonde. Et ensuite l'intelligence artificielle va reconnaître ce qu'on cherche justement, donc en tâtonnant un peu autour de la position idéale. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'elle doit faire. Donc on va pas l'entraîner pour qu'elle devienne bonne en échographie, parce que justement le but c'est d'être capable d'en faire sans avoir de connaissances préalables, mais au moins la familiariser avec le système. Et donc elle fera l'échographie sur un de ses membres d'équipage, et inversement, un de ses membres d'équipage fera l'échographie sur elle-même. Et c'est quoi l'intérêt de le faire en microgravité? Est-ce qu'il y a... Alors, c'est juste parce qu'on prépare justement les vols habités de longue durée où ils se retrouveront sur un vol sur Mars, ça peut durer 6 mois aussi. Donc s'il y a besoin de faire à la fois un suivi médical ou de prendre des données scientifiques sur l'astronaute, c'est bien qu'on donne les moyens à l'astronaute de le faire, encore une fois, sans envoyer que des médecins. D'accord. Donc en fait, ça, typiquement, c'est quelque chose qui pourrait aussi servir sur Terre? Oui. Alors ça, justement, à peu près toutes les expériences qu'on fait, même si c'est pas un but en soi qui est une application terrestre, il y en a toujours, et surtout on les recherche une fois c'est l'objectif scientifique au départ qui prime. Donc là, déjà, la partie télémédecine sert dans les déserts médicaux. On l'a déployé en Guyane et au Canada, par exemple, où il n'y a pas de cabinets médicaux partout. Là, on peut imaginer même l'étendre dans des sous-marins où on a peut-être un médecin, mais on n'a pas non plus que des médecins. Donc, quand il faut que chacun donne les capacités
médicale à chacun, et aussi dans les déserts médicaux, d'étendre un peu plus loin, qu'on soit capable, je pourrais te prendre, si on avait besoin, normalement avec cet outil-là, je serais capable de te faire une échographie cardiaque, regarder comment se passe ta carotide, et inversement, tu ferais la même chose sur moi, alors que ni toi ni moi, a priori, on a connaissance là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'une expérience scientifique soit viable dans l'espace? Pourquoi on fait ce type d'expérience dans l'espace et pas sur Terre? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on utilise la microgravité pour faire des expériences? C'est qu'en fait, ça nous donne des lunettes sur un univers inobservable. En fait, sur Terre, on ne peut pas observer plein d'effets parce qu'ils sont masqués par la gravité, qui est une force vraiment très très forte. Comme quoi? Les effets de la gravité, tu as le poids, c'est la première chose, tu as la poussée d'Archimède, le fait que dès qu'il y a une bulle, elle remonte dans un fluide, la convection thermique, le chaud il monte, le froid il redescend, donc il y a ces choses-là qui sont un emballement dû à la gravité. Quand on est en impesanteur, en fait, il n'y a pas d'absence de gravité, il n'y a plus les effets de la gravité. Donc tous ces phénomènes, entre guillemets, un petit peu parasites, ils vont disparaître, on va pouvoir se focaliser sur un phénomène biologique, physique, chimique, par exemple l'évaporation d'un liquide. Si on le fait au sol, il est combiné avec tout ce que je viens de te dire, de la poussée d'Archimède, de la convection thermique. Si tu te débarrasses de tout ça, tu vas juste voir le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Donc pour les scientifiques, c'est hyper intéressant parce qu'ils observent l'inobservable. Ça, c'est le premier élément. Ils peuvent vraiment pas l'observer sur Terre. On peut le faire avec des vols paraboliques, on fait avec un avion 0G, pendant des périodes, 22 secondes. Donc pour la physiologie humaine, c'est un peu court. Donc voilà, c'est vraiment cet univers-là. Donc dans ce cas-là, on cherche pas, pour revenir à ta question initiale, on cherche pas à aller dans l'espace pour aller dans l'espace. On cherche à aller dans l'espace parce que c'est là où on peut être en situation d'impesanteur. Ouais. C'est une chute libre permanente. Si un jour quelqu'un est capable de trouver un moyen de faire ça au sol, on arrêtera toute cette partie-là. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est au contraire où on va dans l'espace pour aller dans l'espace. Parce qu'on veut aller sur la Lune, parce qu'on veut explorer de nouveaux territoires, entre guillemets. Et donc là, il faut s'y préparer. Et donc là, on n'est plus dans la recherche scientifique, mais on est dans la préparation de la santé, du traitement des déchets, la gestion de l'eau, de l'énergie, l'habitat, la santé en autonomie. Et tous ces progrès-là, et ça revient un petit peu à ta question d'avant, ça nous fait faire des progrès énormes sur le quotidien des gens. Moi, j'aime bien dire que l'espace, c'est un accélérateur de science et de technologie. Parce qu'on est dans un environnement tellement contraint, que ça nous pousse à trouver des solutions astucieuses et pour des endroits compliqués. Et après, comme on avait les histoires de déserts médicaux pour l'échographie, on va pouvoir faire des progrès en traitement des déchets, en gestion de l'eau et recyclage de l'eau, en santé autonome. Voilà, c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce que ça représente pour toi de suivre une mission habitée comme celle de Sophie depuis la Terre? Est-ce que tu ressens du stress, de la fierté? C'est quoi un peu toi ton... Alors je ressens surtout de la fierté. Alors en plus j'ai la chance de connaître Sophie depuis avant qu'elle soit astronaute et je connaissais aussi Thomas depuis avant qu'il soit astronaute. Donc via les études, c'est quand même un petit monde. Donc il y a quand même déjà un lien un peu personnel et affectif du fait que j'ai la chance de travailler plutôt que de travailler pour un astronaute anonyme que je connaîtrais pas. Il y a ce petit affect. Le fait d'être responsable d'une équipe qui prépare tout un programme scientifique pour l'astronaute française. Si je regarde un peu de recul, je me dis c'est quand même chouette. Pas mal. Donc je suis fier de l'équipe et de tous nos partenaires, qu'ils soient industriels ou scientifiques. Ça c'est quand même vraiment chouette. On met en valeur la France et nos compétences, notre expertise. On fait aussi des expériences qui permettent de partager avec les Français en l'occurrence ou les Européens. Des expériences inspirantes. Et là en l'occurrence, je peux nommer Chloris. Et en fait, en même temps que moi je vais faire pousser des plantes dans l'ISS, il y a 4000 établissements français qui vont faire pousser ces mêmes plantes, ces mêmes graines dans les écoles. Alors l'expérience, son petit nom c'est Chloris, et on a rajouté prends-en de la graine pour le petit jeu de mots. Qu'est-ce que c'est le principe? C'est que dans 4500 établissements scolaires, sur Terre évidemment, les élèves vont reproduire exactement la même expérience que Sophie à bord de l'ISS. Donc cette connexion, elle est là, elle est symbolique. Ils vont le faire en même temps. Et l'objectif, c'est quoi? C'est finalement d'étudier, d'observer la croissance de plantes et d'analyser et de comparer la différence de croissance entre ce qui se passe sur Terre et en micropesanteur. Voilà. On utilise en fait deux types de graines qui font partie de la même famille. D'un côté, l'arabette des dames, qui n'est pas comestible, mais qui est une plante modèle en biologie végétale. C'est la seule plante dont on connaît l'ADN en entier. Et d'autre part, le mizuna, qui est comestible, lui, qui se consomme un peu comme la roquette. Donc c'est-à-dire que les élèves vont faire pousser ces deux plantes-là. Sophie aussi va le faire dans l'espace et on va analyser un peu les Exactement. différences. L'objectif, c'est de voir comment les effets de la gravité
ont un impact ou pas sur la croissance des plantes et on étudie aussi l'influence de la lumière. D'accord. Mais ça, on le sait pas, on l'a jamais fait encore auparavant? Si, bien sûr que ça a déjà été étudié. C'est d'ailleurs pour ça que on a choisi ces plantes-là, parce qu'on sait comment elles vont se comporter et on sait que l'expérience va pas capoter complètement. Voilà, on est en collaboration pour cette expérience avec une scientifique qui a déjà mené des expériences en micropesanteur. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, de rendre les sciences intéressantes, le spatial aussi, parce que ça peut paraître un peu élitiste et voire même un peu abstrait. Alors oui, on regarde tous les étoiles quand on est gamin dans le jardin, mais entre regarder les étoiles et comprendre qu'il y a une multitude de domaines, de métiers et de gens qui travaillent, c'est vraiment un message important. Et ensuite, quand une astronaute française a une mission spatiale, c'est vraiment le moment, le coup de projecteur qui est génial pour leur donner envie. Ils ont quelqu'un à qui s'identifier et c'est ce qu'on fait avec cette expérience. Et comment ça va se passer en termes d'organisation? Ça va se passer quand déjà? Et c'est quel type d'élèves, j'ai envie de dire, enfin quelle classe qui vont pouvoir faire ce projet? On laisse ouvert du CP à la terminale, voire même c'est pas impossible qu'il y ait des post-bac qui s'inscrivent. Comment ça va se passer? Donc les inscriptions sont ouvertes depuis toute fin juin là jusqu'à fin octobre, sauf si on atteint les 4500 établissements avant. Toutes les classes recevront un kit qu'aura fait le CNES avec les graines, avec tout le matériel qui va bien pour développer l'expérience. Et ça sera début d'année prochaine. Et est-ce qu'on peut spoiler un petit peu les résultats? Est-ce qu'on sait ce que ça va donner? Non, je spoilerai pas. Il va falloir suivre le CNES sur les réseaux sociaux, suivre Sophie Adeno, te suivre à toi aussi et attendre que ça se passe en live. Ça marche. Comment vont se passer les prochains mois pour toi? C'est quoi le programme? C'est encore beaucoup d'entraînement. Donc là, beaucoup d'entraînement aux procédures d'urgence, en l'occurrence, s'entraîner à avoir les gestes réflexes qui sauvent en cas de feu, en cas de dépressurisation rapide ou en cas d'intoxication de l'atmosphère. Et pour qu'on ait vraiment les gestes réflexes, hein, quand il y a un feu là-haut, on peut pas appeler les pompiers, faut qu'on se débrouille. Ouais, j'imagine. Donc et on porte toutes les casquettes, il faut à la fois éteindre le feu, se mettre en sécurité, soigner les membres d'équipage s'il y a des blessés, évacuer, se préparer à évacuer, etc. Donc tout ça c'est beaucoup de procédures qui demandent du temps d'entraînement pour qu'on soit sûr de les maîtriser sur le bout des doigts. Donc il y a ça, procédure d'urgence. Je vais aussi beaucoup travailler avec les chercheurs pour les expérimentations scientifiques sur lesquelles je vais travailler quand je serai dans l'ISS. Et puis il y aura aussi des entraînements aux sorties extravéhiculaires, parce que ça c'est vraiment une aventure dans l'aventure et ça demande beaucoup de temps d'entraînement pour être sûr de maîtriser en sécurité toutes les tâches qui nous seront confiées. On fait énormément d'expériences au sol en fait pour préparer les vols spatiaux. Donc on fait des expériences de confinement, donc dans certaines bases polaires par exemple. On en a fait beaucoup aussi chez les Russes et donc ça nous permet de voir un peu comment l'organisme se comporte en cas de confinement. Parce qu'en fait dans la Station spatiale internationale, il n'y a pas que l'impesanteur, il y a également le confinement, le manque d'exercice physique, les radiations, les modifications des rythmes nictéméraux, etc. Donc tous ces paramètres-là, on essaie de les reproduire au sol. Mmh. Et typiquement, le confinement, comment on reproduit ça au sol? On enferme quelqu'un quelque part, c'est ça? Alors le confinement, il y a plusieurs moyens de le faire au sol en fait. Soit effectivement on enferme quelqu'un sans laisser beaucoup de liaison avec lui, soit on fait ça dans les bases polaires, donc très très loin, et les gens sont isolés de leur famille, etc. C'est quoi tes qualités et tes défauts et qu'est-ce qui te sera utile dans l'ISS? Alors ça, j'ai toujours un peu de mal avec cette question parce que si on répond sur les qualités, je trouve que ça manque d'humilité. Et puis si on répond sur les défauts, je trouve qu'on n'est pas la meilleure personne pour répondre. Par contre, c'est une question hyper importante parce que c'est vrai qu'on va passer 6 mois enfermés dans un volume qui fait entre 5 et... Enfin, un peu plus que 5 bus. Voilà, 6 mois enfermés dans 5 bus, quoi. Un équipage et on peut pas ouvrir la fenêtre, respirer l'air dehors, quoi. Et je parle même pas d'aller s'aérer, faire une sortie pour voilà. Donc qualité défaut, c'est des choses dont on parle en équipage. Et en l'occurrence, on est très attentif aux autres et on apprend à se connaître au sol avant de pouvoir de décoller ensemble, quoi. Donc
voilà, je pense que c'est une question dont on parle entre nous, mais j'allais dire, poser la question à mes coéquipiers, ils seront mieux à même de te répondre que moi. Ça marche. Mais merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les gens qui nous regardent? Tu as été persévérante pour faire quand même 2 sélections. Est-ce que c'est pas ça Ah, ben c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, le fait de n'avoir pas passé la barre de la première sélection. Ça m'a donné une énergie de dingue pour mettre toutes les chances de mon côté pour la 2e sélection. Et donc, s'il y en a certains d'entre vous qui rêvaient de ce genre d'aventure ou de quelconque autre aventure, c'est pas parce qu'il y a une première porte qui se ferme qu'il y en a pas d'autres qui vont s'ouvrir derrière. Donc, allez-y, à fond les ballons et on y va. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi.